L'occasion de le faire, nous allons au Venezuela. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bienvenue. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde. Todos los domingos, me dice Escalona, a las 5 de la tarde, por TVs y por el canal de televisión Corazón Llanero, está el concurso nacional. Nicolas Maduro, donc pour son Domingo Maduro, ça veut dire qu'il s'adresse tous les dimanches au peuple vénézuélien pour leur apporter la bonne nouvelle. J'ai un peu envie de le dire comme ça. C'est vrai qu'on l'a perdu de vue un petit peu, ce pays, le Venezuela, depuis l'installation de la Constituante, depuis l'été, depuis l'énorme crise qui avait eu lieu à ce moment-là. Depuis cette crise, elle se poursuit, économique aussi. Le président Maduro, qui la semaine dernière annonçait une nouvelle monnaie, qui hier a été vainqueur de municipales, largement remporté par les siens, mais sans la participation de l'opposition. Bonsoir Christophe Ventura. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Élection municipale donc ce dimanche, 335 mairies, avec une opposition qui a choisi le boycott. Est-ce que ça dit quelque chose, ou pas plus finalement, du chaos politique de ces dernières semaines? En réalité, ça s'inscrit dans une séquence qui a démarré après la période des 4 mois de violence et d'insurrection qu'ont secoué le pays. C'est une séquence qui a été ouverte avec l'installation de l'Assemblée nationale constituante et puis qui a continué ensuite avec des élections régionales le 15 octobre, c'est pas vieux, là le 10 décembre municipal, et cette séquence va continuer certainement jusqu'à la prochaine présidentielle qui va être en 2018, et d'ailleurs quand en 2018 est un enjeu de la séquence elle-même. Alors en même temps, cette élection municipale était un peu prévisible. Alors juste un point, l'opposition n'a pas boycotté intégralement cette élection. Sur les 22 partis qui constituent la coalition de la table de l'unité démocratique, la MUD en espagnol, 18 ont participé à l'élection, mais parmi les 4 qui restent, il y a les plus gros partis de l'opposition qui n'ont pas participé à l'élection, tout en permettant à certains de leurs candidats de se présenter comme indépendants localement. Vous savez, comme sont les listes municipales, c'est toujours compliqué. Donc, ils ont pu se présenter localement ou avec d'autres partis pour concourir à l'élection. Mais du coup, est-ce que c'est lisible réellement pour les gens, ce rôle de l'opposition? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'on peut mettre un nom dessus aujourd'hui? Il faut admettre que c'est très compliqué, surtout vu de Paris, de comprendre l'opposition. Et pourtant, c'est un des facteurs clés pour comprendre la situation politique au Venezuela. L'opposition vénézuélienne n'est pas en bonne situation. C'est une coalition, donc, comme je disais, de 22 partis qui va de ce qu'on considérerait, nous, d'être le centre-gauche, social-démocrate, jusqu'à la droite dure et peut-être même au-delà, avec un point de ralliement unique qui est le changement de régime. En fait, c'est ça le point de ralliement de toute cette opposition. Derrière, quel est son programme économique? Qu'est-ce qu'elle propose pour sortir le pays de l'ornière? C'est pas très clair, en tout cas pas pour les Vénézuéliens. Manifestement, l'opposition, depuis ces derniers mois, a perdu du terrain parce qu'elle n'a pas réussi à obtenir le départ de Maduro, elle n'a pas réussi à désolidariser l'armée du gouvernement, et elle n'a pas réussi non plus à embarquer avec elle, si je puis dire, les classes populaires qui constituent en réalité le noyau, disons, le poumon du chavisme sociologique dans ce pays. Et c'est ouvert pour elle une crise en fait au sommet qui fait qu'elle s'est divisée, émiettée, et aujourd'hui elle n'apparaît pas comme une alternative pour les problèmes vénézuéliens, en particulier les problèmes économiques qu'ils veulent voir réglés. Alors, l'armée que vous citiez à l'instant, c'est un peu la clé aussi, la clé de voûte de cette affaire. On y viendra dans un instant, mais du coup, l'état de popularité de Maduro au Venezuela, c'est quoi en fait aujourd'hui? L'état de popularité de Maduro, encore une fois, il ne vaut que s'il est évalué par rapport à l'état de popularité des autres, y compris de l'opposition. Et là, on comprend que c'est plus complexe que ce qu'on veut bien voir. Alors, la popularité de Maduro, elle oscillerait, selon les sondages, entre 10-20% des opinions dans le pays. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup, mais dans le même temps, 80-85% de la population rejette aussi l'opposition, ou en tout cas n'est pas d'accord avec la stratégie qu'elle a employée ces derniers mois. Donc c'est ça la situation. Et aujourd'hui, il n'y a personne dans l'opposition qui arrive à avoir un leadership incontestable. Et finalement, ça profite à M. Maduro, qui lui, même avec cela, continue d'être, disons, la figure de direction du chavisme, qui n'est pas du tout un ensemble monolithique, qui est quelque chose d'assez complexe. Mais aujourd'hui, et dans la configuration actuelle, il reste la figure de direction qui est celle qui est acceptée et qui va donc concourir aux élections présidentielles, puisqu'il l'a annoncé. Ceux qui étaient partis, ceux de l'opposition qui sont partis après l'été, après les crises de l'été, est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'ils sont toujours à l'étranger? Est-ce que du coup il n'y a même pas un nom en fait, quelqu'un au moins auquel on pourrait se rattacher? Non, il y a au moins 2 noms qui circulent. Il y a Monsieur Ramos Aloup, alors ça dira pas grand-chose. Dont on n'a jamais entendu parler, ça dit des choses. Voilà, alors Ramos Aloup qui est pourtant tout sauf un perdreau de l'année, si je puis dire, parce qu'il était déjà un dirigeant politique avant l'époque de Chavez. Donc c'est quelqu'un qui a participé, si vous voulez, à la direction de la vie politique vénézuélienne pendant les décennies qui ont précédé Chavez, lorsque le pays était gouverné par une forme de bipartisme entre les sociodémocrates et les
démocrate chrétien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'ancien régime, si je puis dire, avant le chavisme. Et c'est aujourd'hui lui qui a la corde, puisqu'il représente le parti Action démocratique, qui est donc, disons, le parti social-démocrate de centre-gauche vénézuélien. Le deuxième s'appelle Julio Borges. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'est pas au Venezuela, il est en Italie. Il est à Rome. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères italien, ainsi qu'un représentant du pape. Et puis, Monsieur Lesdema, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, parce que c'est quelqu'un qui a fui le pays, sera dans les jours qui viennent à Bruxelles pour recevoir le prix Sakharov du Parlement européen pour l'opposition démocratique, qu'il critique désormais et dont il a annoncé qu'il allait la quitter pour créer une nouvelle plateforme qui refuse tout dialogue avec le gouvernement. Donc vous voyez que la carte de l'opposition est quand même très complexe. Mais tout ça, est-ce que ça veut dire que, alors vous le disiez effectivement, la date des élections, on sait que c'est 2018, on ne sait pas très bien à quel moment, mais est-ce que ça donne un boulevard à Maduro, ça, ou pas? Écoutez, aujourd'hui, si l'élection avait lieu aujourd'hui présidentielle, écoutez, oui, je crois que les chavistes auraient l'avantage. Il n'y a pas de doute. Encore une fois, ils représentent toujours un noyau assez significatif, même s'ils ont peut-être un peu perdu en nombre de voix, quoique. Là, ils ont quand même fait 8 millions au régional dernière, c'est énorme. Au Venezuela, c'est un pays de 30 millions d'habitants. Vous avez un corps électoral qui est un peu moins de 20, donc c'est quand même très important. Mais quand en face de ça, vous avez une opposition qui, aujourd'hui, dans les sondages, quel que soit le candidat dont j'ai parlé de Borges, de Ramos ou de Lesdema, oscille entre 4 et 15% des intentions de vote, quand Maduro aujourd'hui est plutôt à 28-30 malgré tout. Et c'est pas des sondages du gouvernement, c'est publié par le Miami Herald, qui est un journal de Floride qui est tout sauf pro-vénézuélien. La situation est celle-là. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement quand elle va avoir lieu cette élection présidentielle. La Constitution indique que normalement elle doit se passer en décembre de l'année, mais elle permet aussi d'avancer ça. Et ça va être en réalité un objet d'une négociation politique entre le gouvernement et cette opposition. Négociations qui ont lieu actuellement. Dans la prochaine réunion se tiendra le 15 décembre en République dominicaine. Christophe Ventura, Maduro a institué au mois d'avril dernier une sorte de plan de défense qui renforce la présence policière et militaire. Il a renforcé les milices civiles aujourd'hui. Est-ce qu'on dit encore président Maduro? Est-ce que vous diriez dictateur Maduro? Est-ce qu'on n'en est pas exactement encore là? Est-ce que ce terme est pour l'instant encore impropre ou pas? Je crois qu'il faut faire très attention dans le cas du Venezuela, parce que c'est un pays qui vit une situation totalement atypique du point de vue des relations internationales. Il n'existe pas, à ma connaissance, de précédent ou de pays qui a l'évolution qu'a le Venezuela actuellement. Donc on n'est pas dans quelque chose qu'on connaît. Je crois que le terme de dictature est un terme qui est miné, parce que c'est celui de l'opposition, précisément. C'est le terme, c'est l'élément de langage de l'opposition pour qualifier l'adversaire qu'elle veut disqualifier. On est dans un pays où disons, les formes normales de l'état de droit sont brutalisées, où elles sont, par moments, on sort de l'état de droit au Venezuela, mais enfin, globalement, on reste dans un pays dont les règles sont celles d'une démocratie formelle. C'est un pays dans lequel l'opposition existe. Elle est autorisée à manifester, à se présenter aux élections. Alors, elle fait le choix de ne pas y aller quand ça l'arrange pas, de y aller quand ça l'arrange. Il y a des médias. Vous savez, le Venezuela, c'est le pays qui est, je crois, le plus équipé au monde en termes de réseaux sociaux et de Twitter. Donc, une guerre médiatique a lieu en permanence entre les protagonistes d'un camp comme de l'autre. Ça correspond pas à ce qu'on appellerait une dictature. Je crois que le terme est vraiment excessif. Mais alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à la fois des échanges et des amitiés entre le Venezuela et Cuba, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de similitude avec un président civil et autour l'armée qui tient des rênes extrêmement importantes? Mais vous savez, si on veut comprendre la rationalité et l'histoire de ce qu'on appelle le chavisme, en fait, qui est arrivé il y a 20 ans maintenant finalement avec les premières élections de Hugo Chavez en 88. Qu'est-ce que c'est le chavisme? C'est théorisé par Hugo Chavez. Le chavisme, c'est ce qu'on appelle une union civilo-militaire. C'est ça qui constitue la colonne vertébrale de ce mouvement. C'est précisément une alliance entre une plateforme politique qui regroupait à l'époque de l'extrême gauche, qui est aujourd'hui assez avancée dans les postes au gouvernement, et puis qui allait jusqu'à une partie du centre gauche, mais aussi une partie plus, disons, liée à la tradition nationaliste au Venezuela, et une alliance avec l'armée, disons, avec dans le projet théorisé tel qu'il est, je vous dis comment il était théorisé, au service et en faveur de l'émancipation finalement de la souveraineté nationale vénézuélienne et de la souveraineté populaire. C'est ça le chavisme du point de vue théorique, et du coup, oui, il est clair qu'aujourd'hui cette alliance est renforcée, surtout en période d'adversité, lorsque le pays fait face aux convulsions internes qu'on connaît. C'est une économie aussi, c'est peu de le dire, qui est mal en point, mais une économie aussi qui est attaquée. Donc tout ça renforce les logiques de polarisation en réalité. Alors est-ce que justement, vous parlez de l'économie, est-ce que la baisse du prix du pétrole est le seul responsable de cette crise économique? Est-ce que c'est trop facile de dire ça? C'est pas complet. Alors ça date d'avant Maduro par ailleurs, le début de la crise économique. Oui, c'est pas complet là. Mais bon, il est clair que imaginez en France, si les 4-5 filières économiques qui tiennent l'économie française s'effondraient
du jour au lendemain, ce serait une déflagration économique et sociale. Parce qu'il faut rappeler quand même, la plus grosse réserve de pétrole, c'est quand même fou, c'est un pays riche, le Venezuela. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que aucun des problèmes auxquels il est confronté ne va se résoudre de manière classique, parce que même sur l'affaire du défaut partiel, qui n'est pas un défaut total, eh bien le pays est assis sur des richesses qui font qu'il ne coulera pas. Mais pour revenir à votre question, le pétrole, évidemment, c'est quand même le gros morceau. C'est-à-dire que, si vous voulez, la conjonction en 2013 a été terrible pour le pays. Hugo Chavez meurt, le leader fondateur de la révolution bolivarienne. Il est remplacé par Maduro, qui est élu d'une courte tête. 50,7%, quelque chose comme ça. Ouais. Donc il est élu. L'opposition voit qu'elle a un boulevard pour enfin affaiblir son adversaire. Elle ne reconnaît pas l'élection de Maduro. En fait, on a un vice de légitimité depuis 4 ans au Venezuela. Depuis qu'il a été élu, une partie de l'opposition ne reconnaît pas la légalité et la légitimité de son élection. Donc on est quand même dans une situation qui est spécifique, avec une opposition qui ne reconnaît pas la légalité de la situation. Or, il a gagné l'élection. Et par ailleurs, au même moment où tout ça arrive, le pétrole s'effondre, perd 70% de sa valeur, et le pétrole égale 95% des devises qui rentrent dans le pays. Bon, déjà, gros problème. Mais le deuxième problème économique qui est lié à ça, c'est la question, alors c'est un peu technique, je vais essayer d'être simple, c'est la question des répercussions du contrôle de change, c'est-à-dire la politique monétaire du Venezuela. Si vous voulez, en 2004, Chavez avait mis en place un contrôle de change pour éviter une fuite des capitaux, considérant que les entreprises et les secteurs privés voulaient l'affaiblir en sortant les capitaux du pays. Bon, qui est une vieille mécanique. Voilà. Il avait mis un contrôle d'échange. Le problème au Venezuela, c'est que comme l'État, si vous voulez, concentre à la fois la ressource pétrolière et à la fois l'accès au dollar, eh bien, c'est là que, en créant cette situation, il y a un marché noir de la monnaie qui s'est mis en place, qui est devenu hyper boursouflé et sur lequel des richesses se sont faites de manière spéculative jusqu'à détruire l'économie. L'inflation, elle vient de là. Elle vient aussi de formes de sabotage, ou certains appellent ça la guerre économique. Et c'est le mix du pétrole et de ça qui crée la situation. Et est-ce que c'est pour ça que Maduro veut créer ce qu'il a appelé le pétro? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très sérieux, mais c'est peut-être une manière, cette nouvelle monnaie, de remettre les choses à plat, en fait. C'est à ça que c'est censé Écoutez, je crois qu'il cherche tout un tas de solutions, en plus, encore une fois, de son point de vue, si on comprend sa rationalité dans un moment d'adversité forte, parce que vous savez qu'il est littéralement coupé des circuits financiers avec les sanctions américaines, qui interdisent à toute entité américaine financière, banque ou entreprise, de commercer, de faire des transactions, de négocier avec l'État vénézuélien, mais aussi avec la compagnie pétrolière. Donc pour le Venezuela, autant dire que c'est quasiment une forme de blocus financier. Alors l'affaire de la monnaie crypto-monnaie, c'est pas ma spécialité, je vous l'avoue. C'est très complexe avec le bitcoin et tout ça. Qui est assis sur rien sauf sur sa rareté. Ce qu'il allait mettre en place. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait référence à une proposition qu'avait commencé à travailler Hugo Chavez il y a quelques années, et qui était en fait de créer une monnaie commune entre les pays de l'OPEP, qui était une sorte de pétro-monnaie, on va dire, pour justement se défaire de la dépendance au dollar. C'est ça l'idée. C'est que comme c'est des pays qui sont en fait littéralement dépendants du dollar et de ses cours et des politiques de la Fed en particulier, de la réserve américaine, etc. L'idée c'était de relâcher cette tutelle du dollar sur les économies pétrolières. Et donc il s'agissait de créer une monnaie, un peu à l'instar de l'euro pour les Européens finalement, etc. Mais ce projet n'a jamais vu le jour. Alors j'ai cru comprendre que dans le projet qui est celui du bitcoin vénézuélien, qui serait le pétrodollar, c'est un peu la même philosophie, mais aujourd'hui je crois qu'il est un peu tôt pour savoir de quoi on cause exactement. Mais moi j'ai un peu l'impression qu'on se mord la queue, vous m'arrêterez si je me trompe, parce que le système de production par ailleurs est particulièrement obsolète. Il y a des secteurs financiers autour évidemment qui n'ont plus confiance, puis vous l'avez dit, c'est très compliqué avec le blocus américain, enfin si on peut appeler ça un blocus. Chavez avait largement puisé dans ces réserves-là pour faire ses programmes sociaux. Il paraît que le pétrole vénézuélien notamment est très lourd, il est très difficile. Donc en gros, on exporte le pétrole mais on fait venir l'essence. On a l'impression qu'on est un peu coincé quand même. C'est vrai que c'est un peu... Il y a de ça, c'est tout à fait vrai. Alors le pétrole vénézuélien, il est à la fois très lourd, bitumeux, très compliqué à raffiner pour être utilisé, et en même temps, il est absolument nécessaire à la consommation courante c'est avec ce pétrole-là qu'on fait les huiles qu'on utilise par exemple dans la vidange de vos moteurs de voiture, etc. Enfin, on peut pas se passer de ce bitume-là. Et il est pourtant, c'est les deux en même temps, si vous voulez. Il est absolument nécessaire à l'appareil économique international. Et en même temps, c'est vrai que contrairement au pétrole saoudien, par exemple, c'est un pétrole qui demande beaucoup de travail, de technologie pour être consommable dans l'industrie internationale. Donc, ça requiert des investissements très lourds, très forts. Que pour l'instant, le Venezuela peut pas faire. Que le Venezuela ne peut pas faire, mais le Venezuela ouvre les concessions, en particulier dans ce qu'on appelle la faille de l'Orénoque, qui est
sous le lac de Maracaibo, ouvre des concessions et il vend des parcelles à des compagnies internationales, en particulier aujourd'hui chinoises et russes qui ont le vent en poupe, accessoirement encore à quelques européennes, dont Total, si je dis pas de bêtises, pour exploiter en quelque sorte en se mettant d'accord sur le prix des concessions, les royalties, etc. Une toute dernière question, Christophe Ventura, au-delà de Cuba dont on a parlé à l'instant, les alliés du Venezuela, c'est qui? Les voisins disent quoi? Alors, aujourd'hui, le Venezuela concentre les fractures entre les pays, disons, de centre-droite et de droite latino-américains et ce qui reste des pays issus des gauches latino-américaines. Il y a ce qu'on appelle le groupe de Lima qui regroupe 11 pays américains, dont le Brésil, l'Argentine, Brésil qui connaît aussi des vicissitudes démocratiques très importantes, mais c'est pas le sujet du jour, Argentine, Pérou, etc., Mexique, dont tous ces pays-là sont en fait alignés sur les exigences de l'opposition, sont contre le gouvernement de Maduro. Monsieur Macri en Argentine, par exemple, exige que les États-Unis stoppent les importations de pétrole vénézuélienne. Ça, c'est ça. Et puis d'autre côté, vous avez la Bolivie, le Nicaragua, Cuba et encore l'Équateur qui aujourd'hui soutiennent le Venezuela, ce qui fait qu'il n'y a aucun consensus en Amérique latine sur le cas vénézuélien et l'Uruguay est un peu entre les deux. Au niveau international, évidemment, nous on est plus habitués à lire ce qui se passe en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, mais le Venezuela a de gros alliés. Le Venezuela a des alliés indéfectibles qui s'appellent Chine, Russie, Inde, pays du G77, etc., Iran, etc. Donc nous, peut-être ça nous défrise un peu, mais enfin, en tout cas, du point de vue du Venezuela, ça lui fait quand même encore des poids lourds sur lesquels il peut s'appuyer dans la crise actuelle. Voilà, on n'a pas fini donc d'entendre parler de Nicolás Maduro. Il n'est pas encore destitué, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Christophe Ventura, chercheur à l'URI, spécialiste de l'Amérique latine. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde. France Inter. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.